Histoire du vin, émission 3, de la Renaissance à nos jours. Partie 1 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Fin août, début septembre 2023, une vague de chaleur s'abat sur la France. Qu'on soit en vendange manuelle ou mécanique, la chaleur joue quand même un rôle parce qu'elle réduit la plage horaire de travail. Alors évidemment, l'esclavage est interdit, donc on ne travaille pas sous 40 degrés dans les vignes. Or, la question quand même se pose entre la vendange et l'arrivée au chai, parce que si le raisin est trop chaud, ça peut-être augmenter le risque d'oxydation, créer aussi un début de fermentation non contrôlée et pourquoi pas même de dégrader certains précurseurs d'arômes. Mais ça c'est en 2023, alors on y reviendra peut-être tout à l'heure. Avant tout, il faut continuer notre histoire et revenir à la Renaissance où nous étions restés avec mes invités toujours exceptionnels et je les en remercie. David Cobold et Sébastien Duranviel, cofondateurs de l'Académie de vin et spiritueux et de la dégustation, co-auteurs d'une trentaine de livres sur le vin, dont l'Atlas des vins de France 2021. Messieurs, bonjour. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Je suis toujours ravi de vous accueillir, vous le savez. Je rappelle quand même que désormais, vous pouvez utiliser notre super appli sur podcast au pluriel .timelinepodcast.fr, utilisable sur Mac, PC, Linux et toutes les bizarreries existantes, iOS, Android et autres, avec le choix de l'émission à écouter, un vrai moteur de recherche cette fois-ci. Bref, ça va vous simplifier la vie par rapport aux plateformes traditionnelles sur lesquelles, évidemment, nous restons. Voici donc le 3e épisode, Histoire du vin, de la Renaissance à nos jours. Alors on l'a vu dans l'émission précédente, messieurs, la production vinicole s'est adaptée aux besoins de la société, de la vie de tous les jours, moderne, la société moderne désormais, notamment autour des villes, mais pas que. Et on voit apparaître le commerce et l'explosion du commerce. Ouais. Sébastien. Oui, d'autant plus que à partir du XVIe siècle, c'est une accélération de la mondialisation du vin. C'est-à-dire et de la mondialisation tout court, en fait. La mondialisation, voilà, tout court, dans le sillage des grandes découvertes, des colonisations européennes, le goût du vin, la culture de la vigne va s'étendre à tous les continents, en tout cas des nouveaux continents pour elle, c'est les Amériques, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Océanie, donc tout ça va considérablement modifier la donne, activer des courants commerciaux qui n'existaient pas. Dans un premier temps, c'est souvent lié à des besoins religieux, évidemment, puis notamment le cas en Amérique du Sud, où effectivement, dans le sillage des conquistadors, il faut de la vigne pour célébrer le culte. Et donc, on a des débuts de viticulture. Alors, il ne faut pas non plus exagérer l'importance de ces nouvelles viticultures. C'est beaucoup plus tardivement qu'elles vont devenir significatives et commerciales à partir du 19e siècle, mais dès le XVIe siècle, on fait de la vigne au Mexique, on produit du vin au Chili, on produit du vin en Argentine, et puis en Amérique du Nord aussi, la vigne va conquérir le sous-continent par ces deux côtes, côte Est et côte Ouest. Propos de la côte Est, il ne faut pas oublier que les Vikings appelaient le nord des Amériques Vinland. Ouais. Alors ça, c'est certainement pas à cause d'une production viticole, mais à cause d'une propagation importante de différentes variétés de vignes sauvages. D'accord. C'est notamment le labrusque. Il y avait donc de la vigne à la base. Il y avait de la vigne, il y a de la vigne. Ce ne sont pas des mêmes... c'est vitis, mais c'est pas vitis vinifera, c'est vitis labrusquis, vitis ampelopsis, vitis sylvestris. Donc dégueulasse en fait. Oui et non, mais des vitis qui ont sauvé notre vignoble européenne plus tard avec le phylloxéra, avec lequel on va terminer. En fait, c'est la même souche, c'est ça? C'est les mêmes souches qui sont des variétés qui résistent à cette bébête. On en parlera vers la fin, parce qu'on va clôturer cet épisode avec le phylloxéra et ses suites. Oui, quand je disais à nos jours, effectivement, on terminera avec le début du 20e. Début du 20e, effectivement. Oui, d'ailleurs, c'est toujours d'actualité. Oui, ça revient. Parce que, ça, sous forme de croisement, puisque dans les États-Unis, autour de New York, on produit encore des vins avec des cépages hybrides, c'est-à-dire croisement de vignes sauvages. Absolument, oui, c'est même l'essentiel de la production. Il faut préciser pour l'auditeur qu'un hybride, ce n'est pas deux vitis vinifera qui se sont croisés, c'est une vitis vinifera qui s'est croisée avec un autre espèce de vitis. D'accord. Donc, c'est ça qui est un hybride. Les gens parlent d'hybride à tort et à travers parfois, mais c'est deux espèces, pas deux variétés. C'est bien de préciser. Donc, quand les Européens arrivent en Amérique, que ce soit nord et sud, ils utilisent la vigne locale ou ils importent leur vigne ?
les deux, en général. Ah. Quand il y a de la vigne locale, ils ont fait des essais avec la vigne locale. Au fait, la première variété en Amérique du Nord, donc l'actuel États-Unis, c'était le Catawba, qui a produit un vin qui était estimé buvable, mais en général, on décrivait ces vins comme ayant un goût foxé. Donc, ça sentait vraiment la bête. Mais on a très vite importé des cépages européennes, les Espagnols notamment. Et d'ailleurs, on en trouve encore beaucoup en Amérique du Sud. Le País, par exemple, est très largement répandu au Chili et en Argentine. Ensuite, les cépages européens et français en particulier ont commencé à prendre le dessus qu'à partir du 19e siècle. C'est-à-dire avec l'arrivée des maladies qui venaient des Amériques, des États-Unis, comme toutes les bonnes choses sur Terre. Monsieur Trump, vous m'entendez ? Et c'est ça qui a provoqué une énorme migration des viticulteurs français ruinés et cherchant un avenir ailleurs. D'accord. Mais ça, c'est aller un peu On trop loin. Vite, On va trop vite. Mais c'est pas grave. Et puis il n'y a pas de vigne en Amérique du Sud. Voilà, c'est ça. Donc on importe forcément. Christophe Colomb, dans son deuxième voyage, il a des pieds de vigne. Avec lui, d'accord. Herman Cortés, qui est le gouverneur de la Nouvelle-Espagne, il émet un décret qui ordonne que chaque colon plante 1000 pieds de vigne. Là, c'est franchement, c'est pas une viticulture. C'est industriel en fait. On commence à pas encore. 1000 pieds de vigne, c'est pas beaucoup quand même. Non, mais ça Par veut dire colon. qu'on commence à dire voilà. Il y a une volonté. Si chacun a 1000 pieds de vigne, ça commence à faire beaucoup. Oui. Voilà. Alors, il y a une interdiction de l'Espagne. Enfin, l'Espagne va se protéger jusqu'aux indépendances de ces pays d'Amérique du Sud, en interdisant à ses anciennes colonies de produire du vin pour pas concurrencer les siens. Oui. Donc, avant le 19e siècle, il n'y a pas de viticulture proprement commerciale, en tout cas à large échelle. Comme on l'a vu avec avec Rome, au moment où la Gaule. La seule petite exception, alors ça, il faut en parler, c'est l'Afrique du Sud, le colonie hollandaise, province du Cap, la colonie du Cap, où le deuxième gouverneur, Jacob van der Stel, a fait des carottages de terre dès son installation à Cape Town pour savoir où planter de la vigne. Et vous imaginez un peu la durée du temps pour qu'un échantillon soit renvoyé à Rotterdam ou à Amsterdam, être analysé et avoir le retour pour savoir le meilleur terroir. C'était un visionnaire. C'est incroyable. Jacob van der Stel, d'après qui est nommé le capital du vignoble sud-africain Stellenbosch aujourd'hui. D'accord. Et ce vignoble s'appelle toujours Constantia, la région, qui était le prénom de sa femme. Sa femme, j'étais sûr. Oui. C'est sympa, c'est des belles images. Et le vin qui en est issu était, le plus célèbre, parce que plusieurs vins ont été issus, le vin de Constance, chéri de Napoléon. D'ailleurs, on en buvait, et je pense que le gouverneur de Sainte-Hélène aussi en buvait pas mal. C'était un vin doux fait avec du muscat et qui existe toujours. C'est un magnifique vin qui avait une énorme réputation à partir du XVIIIe siècle en Europe. Donc les Sud-Africains, aidés par des Huguenots qui s'étaient réfugiés après les guerres de religion dans les pays protestants, Allemagne, Hollande, Angleterre. Moi, j'ai 2 ancêtres huguenotes, par exemple. Oui. Bon, c'est pas grave, je vous garde quand même. Et une centaine sont partis en Afrique du Sud. Et on leur a donné des terres dans une zone que les Hollandais ont appelée Franschhoek, qui veut dire le coin des Français en flamand. Mais les Hollandais étaient visionnaires quelque part parce qu'ils ne voulaient pas que tous les Français se mettent ensemble. On dit ça va faire très vite des gilets jaunes. Donc, un bordel ils ont fait une ferme hollandaise, une ferme française, et on trouve trace dans les noms. Les patronymes, par exemple, les Dutoit, les De Villiers, tout ça, c'est issu évidemment des Français, qu'on connaît bien par le rugby, ces noms-là. Mais les domaines viticoles, l'Avenir, la Provence, la Motte, par exemple, sont des domaines viticoles aujourd'hui et ont des noms français. Incroyable. Donc l'Afrique du Sud était certainement le premier pays du dit Nouveau Monde, je n'aime pas beaucoup ce terme parce que c'est inexact, à produire une quantité conséquente de vin. Oui, surtout pour la consommation locale, mais aussi pour l'exportation vers la Hollande et l'Angleterre. Nouveau Monde, c'est très européano-centré, c'est sûr. Exactement. Évidemment. Parlez-en avec les Chinois, par exemple. Je serais ravi. On faisait beaucoup de commerce avec les Hollandais en termes de vin. Alors justement, oui. Alors ça, c'est très frappant quand on regarde la capacité navale des Hollandais. Plus tard des Anglais et des Français, c'est extraordinaire. Les Hollandais, au temps de Louis XIV, avaient 12 000 navires. La France, on n'en avait que 600. D'accord, oui. Donc le commerce, c'était hollandais. Et le commerce de tout, des épices, du café, du chocolat, du vin,
des spiritueux. De la bière, des nouvelles bières Oh. plus puissantes que les précédentes. Oui. Et c'est capital parce que, effectivement, on voit apparaître en Europe des nouvelles boissons. Des boissons souvent puissantes, fortes, puissantes, le café, le thé, le cacao, les eaux de vie, des bières fortes. Et ça va contribuer à modifier le goût du palais médiéval qui était plutôt acide. Et là, on s'habitue à des vins qui sont plus puissants, plus forts, plus costauds. Et ça va demander, de la part des régions classiques, dont Bordeaux, de s'adapter à cette nouvelle demande. Et la mode des New French Claret, on en parlera peut-être tout à l'heure parce que l'épisode est intéressant, c'est aussi lié à ce changement de goût pour des vins plus puissants. Les Hollandais sont des grands marchands, ce sont aussi des faiseurs de vin. Ce sont des grands distillataires. Ils commandent dans les vignobles tel ou tel type de vin adapté à la nécessité de leur commerce. Donc c'est eux qui commencent à produire des vins noirs dans le Bordelais, des vins de Palu parce que ça résiste aux longues traversées. C'est eux qui encouragent la production de vins doux dans la Loire, sur la façade atlantique, évidemment. C'est eux qui ont drainé Bordeaux. le Médoc, qui a rendu possible la plantation massive de vignes en Europe. La fureur de planter du 18e, c'est grâce aux Hollandais, techniquement. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité, et surtout sans pub. Le lien est dans la description.